Sur le terrain, nos amis, nos partenaires africains aiment plutôt les Français. En tout cas, on a de bonnes relations avec eux. Ils ne vous disent pas qu'ils n'aiment pas les Français. Ils vous disent qu'ils veulent une France autrement. Les relations individuelles sont bonnes, mais c'est les relations politiques, c'est l'action globale de la France qui provoque ces turbulences. Alors, comment ce fossé s'est creusé progressivement? Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est les résultats de tendances très lourdes qu'on décrit bien dans le rapport et que j'essaie de reprendre pour 2 ou 3 d'entre elles. Mais avant tout, je voudrais dire que nous avons de nombreux avantages compétitifs. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas pessimiste sur la nature de nouvelles relations que l'on pourra proposer avec l'Afrique. D'abord, c'est principalement l'Afrique francophone, parce que, comme Michel Tabarot l'a dit, en Afrique anglophone, on a des relations tout à fait normales, de partenariat tout à fait normal, parce que nous aussi, nous avons des comportements qui sont différents en Afrique anglophone ou lusophone qu'en Afrique francophone. Et merci, Monsieur le Président, d'avoir ouvert cette séance. Petite précision, entre le colonialisme et la période actuelle, il y a eu la France-Afrique. Et je pense qu'il est important de le garder en tête dans nos réflexions. Donc, mes chers collègues, je suis heureuse de vous présenter ce rapport avec Bruno Fuchs. Ce rapport d'information sur les relations entre la France et l'Afrique, on pourrait dire la France et les Afriques. C'est quelque chose qu'il faudra garder en tête au terme, comme l'a rappelé le Président, de plusieurs mois d'audition, de travail, de déplacement. Nous en avons fait un et il était intéressant. Je remercie très sincèrement, le Président l'a fait, je pense que Bruno Fuchs le fera également, Anaïs Policarpe, qui a été un élément exceptionnel à nos côtés, à la fois au niveau de sa qualité et de sa volonté de trouver des solutions à un certain nombre de problèmes qui se présentaient à nous. Je le rappelle, c'est une chance pour notre commission, Monsieur le Président, d'avoir des administrateurs de cette qualité. Profondément convaincu. Absolument. L'ampleur du sujet fait que la mission était complexe. De plus, jusqu'à la dernière minute, nous avons dû suivre les évolutions au Mali, au Niger et dans d'autres pays. Mais c'était important de réaliser cette étude parce que l'Afrique est un continent en pleine mutation, qu'il dispose de grandes richesses dans tous les sens du terme et qu'il a un potentiel de croissance très important. Il est devenu le terrain d'affrontement direct ou indirect entre les grandes puissances. Dans cette lutte, il apparaît évidemment que la France doit se doter d'une nouvelle stratégie africaine. C'est dans cette optique que nous avons réalisé nos travaux. Je ne vais pas revenir sur tout le contenu du rapport, mais simplement évoquer en quelques mots, les points qui sont importants pour moi. Le premier sujet, c'est la raison de la perte d'influence de la France en Afrique. Les causes sont bien entendu nombreuses. Il y a d'abord notre propre responsabilité. Contrairement à nos concurrents, nous avons été incapables d'anticiper les mutations du continent. Nous nous sommes aussi enfermés dans le rôle de gendarmes de l'Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, nos concurrents stratégiques ont fait des affaires et gagné des parts de marché. Nous avons aussi démoli tout ce qui fonctionnait bien dans notre relation. Nous avons diminué par 10 le nombre de nos coopérants. Il y a moins d'écoles françaises. L'aide publique au développement ne touche plus assez directement les populations. Nos 2 derniers présidents ont annoncé la fin de la politique africaine de la France et ce message a été très mal perçu par nos partenaires. Je pense que c'était une erreur. Ils ont d'ailleurs été rattrapés par les crises qui se succèdent en Afrique francophone, avec le risque vu par de nombreux experts que le prochain califat islamiste n'émerge au milieu du Sahel. Notre perte d'influence est aussi liée à la compétition stratégique. Pendant longtemps, l'Afrique a été dédaignée par les grandes puissances, à part pour des visées politiques pendant la guerre froide. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le continent attire de nouveaux compétiteurs stratégiques qui ont des méthodes parfois très agressives. Sur le plan économique, avec l'attitude prédatrice de la Chine, sur le plan culturel et religieux avec la Turquie, et sur le plan sécuritaire avec la Russie qui utilise les méthodes les plus déplorables pour arriver à ses fins en manipulant les populations. Elle se sert aussi des mercenaires du groupe Wagner, entité qui est bien plus structurée qu'on ne le pense, comme nous l'ont rappelé les journalistes Alexandra Jousset et Ksenia Bolchakova. Ce sont des femmes très courageuses que nous avons eu la chance d'entendre.
Enfin, notre perte d'influence est aussi liée aux tensions actuelles dans les pays africains. Nous sommes devenus les boucs émissaires des juntes qui légitiment leur pouvoir sur la haine de la France. Ils vont jusqu'à dire que nous soutiendrions les djihadistes. Je trouve cela honteux en pensant à nos militaires morts au Sahel, justement pour lutter contre les terroristes. Il y a aussi d'autres sujets de tension récurrents dont je vais parler rapidement. D'abord, le franc CFA, qui nourrit absolument tous les fantasmes. Au moins sur ce point, la France est claire. Les pays africains ont totalement la main. C'est à eux d'achever sa réforme et d'en sortir s'ils le veulent. Autre sujet de tension, je pense que mon collègue Bruno en parlera, la question des visas. Il ne faut pas la confondre avec l'immigration irrégulière. Et je rappelle mon attachement total à la maîtrise des flux, mais nous en parlerons dans quelques jours. Des pays performants en matière d'immigration ont une politique de visa assumée et efficace. C'est aujourd'hui ce qui manque à la France, comme le dit le rapport Hermelin. Il faut avoir une politique enfin lisible, notamment pour ceux dont les visas sont renouvelés depuis des années et qui, du jour au lendemain, se heurtent à un mur. Nous avons des exemples d'entrepreneurs ou d'étudiants qui ont fait toute leur scolarité dans notre réseau et qui veulent venir en France finir leurs études. Ils pourraient être nos meilleurs ambassadeurs et nous leur fermons la porte. Aujourd'hui, disons-le clairement, notre pays perd des opportunités faute d'une doctrine claire. J'en appelle d'ailleurs à limiter l'externalisation du traitement des visas et à y consacrer plus de moyens dans nos représentations parce qu'il faut reprendre la main. Mes chers collègues, pour ne pas uniquement noircir le tableau, je dois aussi dire que la perte d'influence n'est pas généralisée. La France parvient à développer ses relations avec des pays dans sa sphère d'influence, mais surtout en dehors. Je soutiens d'ailleurs sans réserve l'ouverture vers l'Afrique anglophone ou lusophone, qui nous permet de construire de nouveaux partenariats au-delà de nos liens historiques. J'en viens maintenant à ma vision de ce que pourrait être la nouvelle stratégie africaine de la France. Notre pays doit prendre conscience que le monde a profondément changé. Notre diplomatie d'influence ne peut plus s'appuyer sur des conceptions anciennes. Nous devons aussi être capables de dire clairement ce que nous faisons. La France doit assumer sa stratégie d'influence. Pour ça, il faudra de profonds changements à tous les niveaux. Sur le plan stratégique, je soutiens une ouverture réelle du champ de la politique étrangère. Nous l'avons encore vu récemment avec le déplacement du chef de l'État au Proche-Orient. Nous, parlementaires, nous avons dû attendre qu'il soit face caméra, sur le terrain, pour savoir ce qu'il allait dire. C'était aussi visiblement le cas de la ministre des Affaires étrangères et de tout le gouvernement qui ont été pris par surprise. Résultat, personne n'a soutenu son message parce que personne n'y était préparé, pas même nos alliés. Le manque de concertation est un problème majeur. Le domaine réservé doit s'ouvrir. Il doit redevenir un véritable domaine partagé. Pour cela, je propose l'instauration d'un Conseil des affaires étrangères à l'Élysée. Il pourrait associer tous les ministres concernés, affaires étrangères, économie, partenariat, armée, voire l'intérieur si nécessaire. Nous souhaitons aussi la nomination d'un ministre des partenariats de plein exercice. Nous voulons également un vrai rôle du Parlement, avec au moins 2 débats par an sur la politique africaine. Je le répète, il faut désormais aérer notre politique étrangère. Elle ne peut plus dépendre que d'un seul homme. Le deuxième niveau d'action, c'est celui de l'aide publique au développement. J'en ai parlé il y a peu de temps ici même et ça avait suscité des réactions de la part de nos collègues qui sont membres du conseil d'administration de l'AFD. Mais je maintiens qu'il faut redonner un vrai pilotage politique à l'AFD. Je rejoins en cela la Cour des comptes. En disant cela, je n'attaque pas l'AFD, mais je pointe surtout la responsabilité du politique qui s'est désinvesti à tort. J'assume de vouloir politiser l'aide au développement en cohérence avec notre diplomatie d'influence et de réclamer plus de moyens à disposition de nos ambassades pour soutenir des projets locaux qui touchent les populations. C'est comme cela que nous aurons un impact direct positif. Nos concurrents savent très bien le faire et ils en tirent un énorme avantage sur nous. Pour mettre tout cela en œuvre, nous soutenons une réforme de l'AFD, dont nous proposons d'ailleurs de changer le nom en France Partenariat.
Le gouvernement lui-même remplace le terme développement par la notion d'investissement solidaire et durable. Cela permettrait aussi de valoriser le nom France, bien plus fortement que le simple sigle AFD. Notre commission pourrait, j'en suis certaine, travailler très utilement à préparer une telle réforme. J'en viens maintenant au rôle de nos ambassades. Nous avons un formidable réseau qui peut être une chance à condition de lui donner des moyens. Il faut une véritable filière Afrique au Quai d'Orsay et valoriser les carrières. Nous devons aussi recréer un institut des hautes études de l'Afrique. Nous pourrions également nous inspirer des États-Unis qui préparent pendant des mois leurs nouveaux diplomates avant de les envoyer dans un pays. Et je redis ici mon opposition à la réforme du corps diplomatique qui affaiblit nos représentations à l'étranger. Ce n'est vraiment pas le moment de renoncer à ce qui fait notre force. Des créations de postes sont annoncées. Je souhaite qu'elles bénéficient prioritairement à notre représentation en Afrique. Quelques mots aussi concernant notre présence militaire. Bien sûr, la situation est difficile. Après le Mali et le Burkina Faso, nos soldats quittent désormais le Niger. Mais nous avons vu des pays où la présence française est voulue, comme en Côte d'Ivoire. La règle doit être simple. Soyons là où il y a un désir de France. Pour ça, il faut renforcer nos partenariats et il faut faire évoluer notre offre stratégique pour répondre aux besoins des pays africains. Nos compétiteurs l'ont bien compris, ils ont adapté leurs propositions. C'est vrai aussi pour le matériel, l'offre de notre BITD ne correspond pas assez aux attentes de nos partenaires. Le résultat, c'est qu'ils finissent par acheter des drones et des équipements bon marché à d'autres pays comme la Turquie. La France doit repenser son offre pour satisfaire nos alliés, à défaut de quoi nous continuerons à perdre du terrain. Ce travail est en cours et je ne doute pas que le ministère des Armées nous en tiendra informés. Enfin, le dernier point, c'est notre capacité à communiquer sur ce que nous faisons. Sincèrement, ce qui nous a été dit à ce sujet est très contrariant. Les médias publics français, qui sont vus comme la voix de la France en Afrique, relaient régulièrement des critiques et parfois des messages haineux contre la France. Je ne dicte évidemment pas leur ligne éditoriale, mais il faut une cohérence. Les médias ne peuvent pas servir de caisse de résonance aux ennemis de notre pays sans prendre aussi le soin de montrer des points de vue différents. Je l'ai vu pour le Niger. Évidemment, les manifestants étaient contre nous, mais ne pas trouver un contradicteur pour modérer le message, c'est un problème. Des acteurs africains eux-mêmes nous ont dit ne pas comprendre pourquoi nos médias ne valorisaient pas plus l'action de la France. Nos médias publics doivent s'y attacher un peu plus parce qu'ils sont l'un des socles de notre diplomatie d'influence. Ils doivent aussi participer plus fortement à lutter contre la désinformation dont nous sommes victimes. Ici encore, le gouvernement a annoncé des initiatives qui sont encore sous-dotées. Il faut veiller à les renforcer parce que c'est essentiel pour l'image de la France. Nous soutenons enfin une communication plus directe qui pourrait être portée aussi par des relais d'influence locaux identifiés par la France. Ainsi, mes chers collègues, ces propositions sont ambitieuses, mais elles visent à renforcer notre diplomatie d'influence dans une logique de coopération et de partenariat renforcé et efficace. J'espère que nous aurons la possibilité de poursuivre l'ensemble de cette réflexion très importante et d'assurer dans le cadre de notre commission le suivi de ces préconisations qui dessinent les contours de ce qui pourrait être la stratégie africaine de la France. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Monsieur Fuchs va s'exprimer. Vous avez parlé 12 minutes, ce qui est tout à fait raisonnable pour le président. Et je pense que Monsieur Fuchs se tiendra dans un espace-temps comparable. Je voulais simplement faire une seule précision à ce que vous avez dit. Évidemment, je me garderai bien de discuter les propositions très, très nombreuses et très riches que vous avez formulées. Mais je voudrais rappeler aux collègues le rapport de mon prédécesseur, la chère Marielle de Sarnez, qui avait fait sur la question des visas que vous avez évoqué un rapport très intéressant
dans laquelle elle avait suggéré, la Commission avait porté cette idée en son temps, elle avait suggéré l'idée d'un visa qui serait à utilisation plurielle, c'est-à-dire que ce qui éviterait les à-coups que vous avez évoqué. Le jeune étudiant a un visa pour 5 ans, il repart dans son pays, il revient, etc. Et il peut donc se servir de ce visa en s'exposant, en évitant des contraintes bureaucratiques et des absurdités bureaucratiques, parce qu'on sait bien que ces visas sont gérés d'une façon extraordinairement arbitraire actuellement. Donc je voulais simplement vous rappeler, mes chers collègues, que de ce point de vue-là, la Commission n'était pas en terra incognita, et que Marielle de Sarnez, dans cet excellent rapport qu'elle avait fait au début de sa mandature, avait suggéré cette idée. Maintenant, cher Bruno, c'est à vous, monsieur le co-rapporteur, d'entraîner cette commission. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été très, très complète. Je vais essayer de donner quelques éléments, comme le rapport est extrêmement riche, qui viennent compléter ce que vient de dire Michel Tabarot. Et je voudrais commencer par, effectivement, des remerciements extrêmement chaleureux, sincères et ressentis au quotidien pour Anaïs Policarpe, qui a porté ce rapport et qui permet aujourd'hui d'arriver devant vous. La couronne de fleurs remplacera la couronne d'épines. Voilà, ce sera... bon, je décompté de mon temps de parole, Monsieur le Président, mais ça valait le coup. Ça valait le coup. N'hésitez pas à interagir. N'hésitez pas à interagir à tout moment. Alors, après 6 mois de travail, je pense qu'on est arrivé à la conclusion que on n'a jamais été autant contesté en Afrique depuis la fin des indépendances. Mais, pour reprendre les propos du président, je pense qu'on n'a jamais été aussi près de pouvoir transformer notre action et de résoudre une partie des problématiques pour rétablir des relations fécondes. Pour cela, il faut 2 choses que ma co-rapportrice a abordées. Il faut d'abord changer assez radicalement de logiciel, et pour ça, il faut avoir un plan d'action. Ce n'est pas 1 ou 2 mesures, mais comme Michel Tabarot l'a montré, c'est un plan d'action complet sur toutes les dimensions de notre action qui permettront de retrouver des relations équilibrées. C'est ce que souhaitent nos partenaires africains et respectueuses des intérêts des 2 parties. En réalité, il faut voir que sur le terrain, nos amis, nos partenaires africains aiment plutôt les Français. En tout cas, on a de bonnes relations avec eux. Ils ne vous disent pas qu'ils n'aiment pas les Français. Ils vous disent qu'ils veulent une France autrement. Les relations individuelles sont bonnes, mais c'est les relations politiques. C'est l'action globale de la France qui provoque ces turbulences. Alors, comment ce fossé s'est creusé progressivement? Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est les résultats de tendances très lourdes qu'on décrit bien dans le rapport et que j'essaie de reprendre pour 2 ou 3 d'entre elles. Mais avant tout, je voudrais dire que nous avons de nombreux avantages compétitifs. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas pessimiste sur la nature de nouvelles relations que l'on pourra proposer avec l'Afrique. D'abord, c'est principalement l'Afrique francophone, parce que, comme Michel Tabarot l'a dit, en Afrique anglophone, on a des relations tout à fait normales, de partenariat tout à fait normal, parce que nous aussi, nous avons des comportements qui sont différents en Afrique anglophone ou lusophone qu'en Afrique francophone. D'abord, on est très précurseurs et on a des gros points d'avantage par rapport à nos concurrents russes, chinois, américains, turcs, sur les politiques de santé, sur la politique de défense de la biodiversité, sur la politique liée au climat. Nous avons mettons des moyens très importants sur le développement de l'entrepreneuriat, de l'éducation, de la formation, de la parité. Donc, on a quand même des avantages. Et paradoxalement, on ne communique pas, ou très peu, sur ce que l'on apporte à nos partenaires africains. On communique, on se laisse communiquer. On est dans un rôle subi. On est en réaction aux événements parce que on communique principalement, quand on parle de la France, sur les questions militaires ou sur les questions politiques. Mais je le montre là, on a d'autres sujets sur lesquels on est au quotidien en Afrique avec nos partenaires et avec les citoyens africains. Et sur ces plans-là,
on apporte une contribution importante à la création de valeur et au processus de développement des pays africains. Depuis 2017, on a lancé des politiques ambitieuses sur la mémoire, sur la restitution des œuvres d'art, sur le franc CFA, qui aujourd'hui est à la main des pays africains qui ne prennent pas cette possibilité d'aller jusqu'au bout sur le franc CFA. On a également entrepris la restitution d'œuvres d'art. On a marqué également un doublement de notre aide au développement en termes de montant. Donc on le voit, nous avons beaucoup d'avantages. Nous avons une culture commune, nous avons un passé commun, nous avons des complicités communes et des programmes sur lesquels nous pouvons bâtir une nouvelle stratégie qui a été annoncée en 2017 par le président de la République et qui, pour les raisons qu'on explique dans le rapport, sont encore, pour une partie importante d'entre elles, restées en jachère ou lettres mortes. Alors, d'abord, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous a manqué? Michel Tabarot l'a dit, on n'a pas vu l'Afrique évoluer. On n'a pas vu que depuis 30 ans, par exemple, sur la démographie, le Niger en 1960 faisait 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est 25 millions. En 2050, ce sera 70 millions. Ce continent, en 2100, normalement, pourrait avoir plus de 4,5 milliards d'habitants. Donc, c'est une croissance absolument incroyable. Au Sénégal, l'âge médian au Sénégal est de 19 ans. Donc, la moitié des Sénégalais n'ont de relation avec la France que de réseaux sociaux ou de médias sur lesquels ils alimentent de la relation avec la France. Ils n'ont pas connu une relation de proximité avec des maîtres d'école, avec une relation de proximité très grande avec la France. Alors, et puis, Michel Tabarot l'a dit, la compétition, c'est un continent qui est devenu un continent prisé, très important. On le voit dans les années à venir, ce sera un continent stratégique. Les Chinois ont mis en 20 ans 150 milliards de dollars de dons en Afrique, plus les investissements extrêmement importants que les Chinois font. Donc, il y a une concurrence à laquelle nous n'avons pas vu réellement que nous devions changer nos méthodes de fonctionnement et notre approche. Deuxième élément, aujourd'hui, les Africains nous disent « Mais que faites-vous en Afrique ? On ne comprend pas ce que vous êtes en train de faire en Afrique. Est-ce que vous êtes là pour défendre la démocratie ? Est-ce que vous êtes là pour défendre vos intérêts ? Est-ce que vous êtes là pour rétablir la paix ?» En fait, on a, en fonction des situations, des actions à géométrie variable. Et donc, tout ça vient d'une tendance très très longue. En gros, notre doctrine aujourd'hui n'est plus comprise. C'est ce que Michel Tabarot, il faut redéfinir une offre stratégique. Après les indépendances, le général de Gaulle a une offre très claire que Poutine reprend aujourd'hui. Je donne l'indépendance, mais j'assure la sécurité et de l'aide contre votre loyauté. En clair, globalement, vous votez pour la France au Conseil de sécurité et à l'ONU. Oui. Avec la France, oui. Dans les positions françaises. Donc ça, c'est une position qui, bien sûr, contestable, qui correspond à une époque, mais qui est une position claire. Le discours de La Baule du président Mitterrand l'avantage, c'est qu'il est bien sûr beaucoup plus vertueux, c'est qu'il conditionne notre aide et le développement au développement de la démocratie. Mais la résultante, c'est que cette nouvelle approche est, dans les faits, réalisée de façon extrêmement partielle. Il y a des pays dans lesquels on le fait, et des pays dans lesquels cette doctrine est mise en contradiction. François Hollande, par exemple, n'avait plus de relation avec le président Obiang de Guinée équatoriale, pour les raisons de bien mal acquis et de gouvernance contestable. La France continue d'avoir des relations avec le voisin, le Gabon, extrêmement proches au plan politique et au plan économique. Des tas de contradictions qui font que progressivement, les Africains doutent de notre sincérité et voient chez nous chaque fois un agenda caché ou des positions qui ne sont pas claires avec un intérêt français qui n'est pas exprimé.
Et donc, ça, c'est le sujet majeur. Ça amène ensuite à ce qu'on a appelé des irritants. Pour pouvoir développer un plan d'action et retrouver des relations de confiance, il va falloir évoluer aujourd'hui sur un certain nombre de sujets. La question des visas, bien sûr, a été rappelée, elle est absolument centrale, mais il y a également la question du double standard. Aujourd'hui, vous avez des pays dans lesquels on a une approche qui n'est pas la même que dans le pays voisin, je viens de le dire. Il y a la question également de l'attitude. On nous reproche beaucoup, nous Français, tous les Français, d'avoir une attitude extrêmement paternaliste, parfois arrogante, dit-on. Cette attitude-là, on ne l'a pas dans d'autres pays, ou dans d'autres pays d'Afrique même. Donc il faut arriver à faire une vraie révolution mentale pour avoir des comportements d'égal à égal. Il y a beaucoup d'exemples, certains sont donnés dans le rapport, mais au quotidien, vous avez des personnes qui témoignent de cette double attitude, en tout cas d'attitude souvent condescendante. Alors, il nous faudra transformer également notre organisation pour mieux répondre aux besoins et rétablir des partenariats égaux, respectueux des intérêts des deux parties. Michel Tabarot a un certain nombre de grands plans sur lesquels nous devons transformer notre action, les investissements solidaires, bien sûr, l'AFD avec un changement de nom, la création d'un ministère des partenariats et de l'Afrique. C'est un ministère important car aujourd'hui, il y a une atomisation ou une centralisation, ça dépend des sujets, de l'action en Afrique. Et donc on a perdu principalement la connaissance de l'Afrique. On est resté sur une connaissance d'il y a quelques années et on a perdu cette connaissance. On a moins de gens sur le terrain, beaucoup moins, Michel l'a dit. On écoute beaucoup moins les chercheurs, beaucoup moins les experts, on écoute beaucoup moins les journalistes et donc on perd cette connaissance fine de l'Afrique. Donc il faut remettre des gens et des experts sur le terrain. L'Allemagne, par exemple, à quasiment la moitié, suivant les projets de ces investissements, qui sont dans l'expertise humaine. Nous, on fait à 90% de l'infrastructure ou des investissements. Il faut investir dans l'humain et dans l'accompagnement des projets. Ça, c'est une transformation assez importante à faire. Alors, les propositions, Michel en a parlé. Je pense qu'elles sont partagées pour la plupart. La question qui se pose, c'est quelle approche on doit avoir en termes de démocratie. Sur cette question-là, on a repris, enfin, en tout cas j'ai repris l'approche d'Achille Mbembe, qui est de dire sur la question de la démocratie, il faut avoir une juste distance. C'est-à-dire qu'il faut être solide sur nos valeurs, nos principes démocratiques, la gouvernance des pays, l'égalité entre les citoyens, la vision multilatérale du monde, les libertés publiques, c'est-à-dire on ne lâche rien. En revanche, on évite de faire de l'ingérence dans les pays parce que ces pays sont dotés de gouvernance et qu'on voit bien qu'en faisant de l'ingérence, on arrive souvent à des résultats inverses à ce que l'on veut. On donne également des exemples dans le rapport là-dessus. Ensuite, il faudra bien sûr trouver une plateforme stratégique, on donne des éléments dans le rapport, qui permettent à chaque fois de savoir et d'exprimer. Il faut dire clairement quels sont nos intérêts. Quand nous allons quelque part, on a des intérêts, il faut le dire clairement. La plupart du temps, et je vais terminer là-dessus, quand on est mal compris, c'était vrai en Guinée, c'est vrai au Tchad, etc., c'est qu'on n'exprime pas les raisons pour lesquels nous intervenons comme ça, parce qu'en général, ces raisons sont variables en fonction des pays. Donc, une plateforme stratégique, c'est la première étape qu'il faut mettre en place pour que notre action soit lisible, elle soit claire, elle soit partagée et qu'on puisse recréer des relations de confiance avec nos partenaires africains. Je vous remercie infiniment, monsieur le rapporteur. Maintenant, nous allons donner la parole au groupe. Et pour Renaissance, c'est M. Ledoux qui va, je crois, se lancer hardiment dans le débat. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues. Attendez, hop, voilà, excusez-moi. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Non. Non, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un a allumé son micro? Non.
de M. Trépé-Balbien, si vous voulez. Merci, Monsieur le Président, ça marche. Chers collègues, je remercie les rapporteurs pour leur travail sur un sujet très difficile, très ample, qui nécessite de se garder des appréciations à l'emporte-pièce. Mais je dois cependant exprimer des regrets, car nous avons quelque peu fait mentir Hegel. La dialectique n'a pas produit la synthèse que nous attendions. Je suis d'accord sur le constat que vous faites d'une attente de la part de nombreux Africains, d'une offre stratégique de long terme, afin de maintenir des liens nourris, plus égalitaires. Et c'est bien les orientations qui ont été engagées depuis 2017, impulsées par le président de la République, qui a fait de la diplomatie la priorité africaine de la France, et qui n'ont pas du tout été définies en vase clos, comme le rapport semble l'indiquer. Au contraire, elles ont été débattues, approuvées, co-construites ici même, avec des textes que nous avons votés pour permettre la montée en puissance, la réorientation de l'aide publique au développement, la réforme du franc CFA, ou encore le travail conjoint sur le patrimoine africain qui inclut des restitutions sans illimité. Alors pourquoi dès lors multiplier les remarques désobligeantes à l'égard du président de la République ou de ses collaborateurs sur la base de faits parfois montés en épingle, et c'est légumes des choses. Je dois aussi regretter des angles morts qui ne sont pas anodins. Des projets concrets considérables sont mis en place au plan culturel et économique qui méritent d'être présentés, évalués et non pas balayés en quelques lignes au motif que tout n'irait pas assez vite. Et donc ma première question porte sur ce qui, selon vous, marche ou ne marche pas dans les partenariats concrets que nous avons mis en place en matière culturelle et économique notamment. Ensuite, je note que l'Europe est absente de vos analyses, comme si la France n'était pas membre de l'Union européenne. Or, notre action en Afrique ne peut pas méconnaître les logiques européennes, les instruments propres de l'Union, notamment en matière de développement, ou encore les attentes des Africains pour qui le partenariat avec la France est un point d'entrée vers l'Europe. Et donc, selon vous, quelle est donc aujourd'hui et quelle doit être la dimension européenne de la politique africaine de la France ? Concernant les visas, que recommandez-vous concrètement pour promouvoir les circulations des acteurs des sociétés civiles ? Et au-delà des intentions, quelle est la bonne méthode pour avancer ? Enfin, je n'ai rien trouvé dans le rapport sur les échanges entre les territoires français et africains, c'est-à-dire la coopération décentralisée, mais aussi les échanges entre associations, réseaux, professionnels, fondations. C'est un pan majeur de la mise en relation concrète des sociétés sur lesquelles, à la demande du Premier ministre Édouard Philippe, j'avais, il y a quelque temps, commis un rapport. Il y a là un terreau considérable que certains postes diplomatiques s'efforcent de mobiliser, mais qui est parfois sous-utilisé. Il permet de dessiner une autre géographie de notre relation à l'Afrique, loin des idées reçues. Est-ce que vous avez constaté des avancées en la matière depuis 2017 ? Mes chers collègues, notre perception des enjeux de la relation entre la France et l'Afrique ne doit pas être surdéterminée par l'agitation des putschistes du Sahel et d'influenceurs pro-russes ou salafistes. Un avenir, comme vous l'avez constaté, et un potentiel considérable sont devant nous, mais également des défis et des risques. Il s'agit d'un chantier de longue haleine et je forme le vœu pour que nous puissions poursuivre ce travail au sein de la Commission. Et c'est la raison pour laquelle le groupe Renaissance s'abstiendra sur ce rapport. Merci à vous. Bien. Écoutez, c'est une sévère estocade. Alors, non, pas là, s'il te plaît. Je vais laisser les rapporteurs répondre. Effectivement, je ne suis pas absolument sûr qu'ils soient l'un et l'autre, compte tenu de leurs engagements politiques respectifs, tout à fait sur la même ligne, ce qui est très, très logique. Donc, je leur donne à chacun 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette intervention vigoureuse au petit matin. Mais je l'ai dit dès le départ, c'était le début de mon intervention. Il y a énormément de choses qui sont mises en place, qui fonctionnent. J'ai fait la liste, non pas exhaustive, mais de programmes qui ont été lancés, mais qu'aujourd'hui, on ne le valorise pas suffisamment. C'est une question de perception. On est coincé par nos actions militaires sur lesquelles on est en réaction permanente. On est coincé sur les questions de gouvernance politique, de soutien à des régimes. On fait un encadré sur le Gabon qui est très clair là-dessus. Et c'est ça la question. C'est pas tellement ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit que ce que l'on fait. C'est ça la question. Après, on peut faire du wishful thinking et dire que tout va bien. On n'en serait pas dans cette situation. Bien sûr qu'on peut dire que c'est très localisé, que la question de désamour de l'Afrique et de la France, c'est lié au Sahel et à quelques pays. Mais attention, si on ne traite pas cette question comme nous l'avons abordée, avec clairvoyance, avec franchise, sans tabou, même si c'est dans vos propres camps politiques, eh bien, ça va se viraliser. On le voit bien, les choses sont contagieuses. Voilà, vous allez en République démocratique du Congo, les gens vous disent « on attend la France, on a besoin de la France, on a envie de partir avec la France ».
la France ne vient pas, la France n'est pas là. En RDC, par exemple, et c'est un autre point que je voulais répondre, le problème, il n'est pas les programmes qu'on lance, le problème, il est de la mise en œuvre de ces programmes. On a du mal à les mettre en œuvre et à les réaliser de façon massive. Le président de la République est allé en RDC, a fait des annonces, un certain nombre d'investissements qu'il a annoncés. Moi, j'ai constaté 4 mois après que rien n'avait été mis en œuvre pour l'instant. Rien concrètement. Donc on peut faire des annonces, on peut annoncer beaucoup de choses. Il faut voir sur le terrain les choses qui sont réellement réalisées. Et c'est là-dedans que nous pêchons. Sur l'Europe, on a un paragraphe sur l'Europe qui est très clair. Et moi, je dis toujours que si on ne renforce pas et on n'amène pas nos partenaires européens à travailler sur l'Afrique et à montrer que l'Afrique est très importante et stratégique, on ne le fera pas seul. Mais il y a un paragraphe... Vous n'avez pas dû voir, peut-être dans la lecture rapide que vous avez faite, vous n'avez pas dû voir ce paragraphe sur l'Europe. On a traité ce sujet. Et pour terminer, ce sujet de relation à l'Afrique est tellement large qu'effectivement, on est obligé de faire des impasses. On n'a pas pu en 6 mois couvrir tous les champs. Mais sur la coopération décentralisée, il y a une proposition là-dessus. On n'a pas pu la couvrir parce qu'il ne s'agit pas de politique publique nationale, mais de la capacité des États. Et ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une coordination, justement, des politiques décentralisées avec la stratégie générale. Excusez-moi. Oui, si la lecture du rapport a été rapide par M. Ledoux, ce que je ne sais pas, c'est en tout cas qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de l'approfondir, parce qu'on ne peut pas dire qu'on nous a laissé... Vous avez reçu ce rapport en mission il y a près d'1 an, je crois, et on l'a reçu, nous, lundi après-midi, au milieu d'emploi du temps extrêmement serré. Et effectivement, nous avons tous été amenés, moi le premier, à faire une lecture un peu cursive. Il ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, que c'était la partie défensive du président de la République, puisque monsieur Fuchs est membre de la majorité. Et maintenant, je pense qu'on va avoir la partie critique avec Madame Tabarot. Non, écoutez, on a travaillé intelligemment, mais je pense que si on veut se faire... se bercer d'illusions, c'est tout à fait possible. Vous pouvez être ravi de tout ce qu'a fait le président Macron. Et on a pris la peine de regarder les erreurs. On a parlé de l'erreur de Nicolas Sarkozy, on a parlé des erreurs de François Hollande dans ce rapport, et on a parlé des erreurs d'Emmanuel Macron. Si tout allait bien, Monsieur Ledoux, on n'aurait pas cette mission d'information. Et aujourd'hui, on ne se poserait pas la question de nos relations avec l'Afrique, et particulièrement avec l'Afrique francophone, parce que tout irait bien et que les propositions d'Emmanuel Macron auraient été accueillies avec beaucoup de plaisir. On a eu 2 choses, c'est à la fois des propositions et ensuite pas de mise en œuvre. Donc je pense qu'il faut un petit peu d'humilité, il faut accepter ce qui ne va pas aujourd'hui et se dire comment on fait pour redémarrer. Quelles que soient nos sensibilités politiques, de toute façon les majorités sont là aujourd'hui, elles ne sont pas là demain. L'intérêt, c'est que le pays, notre pays, remette en place un lien étroit avec l'Afrique. Alors on l'a dit, ça passe par des visas. On peut penser que tout va bien, mais tout ne va pas bien. Et et je pense que vous avez en tant que parlementaire des témoignages permanents de gens qui ont, par exemple, fait leurs études, ont eu des bourses pour faire leurs études dans des écoles françaises et n'arrivent pas ensuite à venir continuer leur cursus scolaire en France parce qu'ils sont refusés. Vous avez des chefs d'entreprise qui sont en lien avec la France, qui vont faire un aller-retour simplement. On ne va pas les garder 5 ans ou 20 ans sur le territoire national, mais ils veulent juste avoir la possibilité de venir, ils ne peuvent pas venir. On a des professeurs d'université qui interviennent dans des universités françaises qui se voient refuser des visas. Donc il y a quand même des petits soucis qu'il faut quand même souligner. Vous avez parlé de l'Europe, on a parlé de l'Europe. On a parlé de l'Europe et on a parlé de l'Europe, à la fois elle existe, mais on a aussi des compétiteurs au sein de l'Europe. Et vous verrez que les Allemands ont de bien meilleurs résultats que la France aujourd'hui. Ils se sont totalement désintéressés de la partie militaire et des accords que nous pouvons, nous, avoir avec un certain nombre de pays africains. Et donc, ils se sont centrés sur des accords économiques et ça marche très bien pour eux. Donc, on a malgré tout
des réflexions à mener et se dire ce qui est important de faire évoluer pour qu'on arrive enfin à reprendre une relation avec les pays africains différente de ce qu'elle est aujourd'hui, et particulièrement dans ces pays francophones où nous avons une histoire, où nous avons un potentiel, où on nous attend, c'est-à-dire que, comme l'a rappelé Bruno Fuchs, il y a une envie de France, mais aujourd'hui, il considère que sur plusieurs sujets, nous ne sommes pas à la hauteur. Merci. Merci, Madame Tabarot. Je crois que les réponses ont été importante. Non, la violence, vous savez, c'est autre chose que la mise en cause de M. Ledoux. C'est une mise en cause sévère, et je crois que c'est. Quand on annonce qu'on vote pas le rapport, ah bah oui, ça c'est si on n'a pas le droit de. C'est pas très sympa. Si on a, non, mais ça c'est pas le problème. Chacun a le droit d'exprimer ses idées et ses désaccords. Mais je trouve que justement ce débat a été très intéressant. Vous avez répondu l'un et l'autre avec beaucoup de vivacité. Et c'était un échange très intéressant. Oui, je voulais juste rajouter un point. Quand on parle d'un isolement au niveau de cette politique, vous le savez très bien, il y a un monsieur Afrique à l'Élysée. Vous avez l'Élysée et monsieur Afrique. Et monsieur Afrique, pendant des années, a décidé de beaucoup de choses en se privant de l'expertise des membres du gouvernement. Vous aurez l'occasion. Voilà.